Dans les années 1930, le célèbre détective belge Hercule Poirot se retrouve à bord du prestigieux Orient Express lors d'un voyage entre Paris et Constantinople. Ce qui devait être un trajet tranquille se transforme en une enquête palpitante lorsqu'un passager de première classe est retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses. Armé de sa légendaire méthode, de ses petites cellules grises et de son sens aigu de l'observation, Poirot doit démêler un écheveau complexe de mensonges, de secrets et de mobiles cachés. Le train traverse la nuit européenne, emportant avec lui une galerie de personnages tout plus énigmatiques les uns que les autres. Parmi eux, une comtesse russe en exil, un homme d'affaires américain, une gouvernante anglaise, un médecin italien et plusieurs autres voyageurs dont les destinées semblent mystérieusement liées. Chacun cache quelque chose, et Poirot devra user de toute son intelligence pour découvrir qui, parmi ces étrangers confinés dans les wagons luxueux, est capable de meurtre. La neige commence à tomber, alors que le train s'enfonce dans les montagnes, ajoutant une dimension d'urgence à l'enquête. Le temps presse, car le meurtrier se trouve toujours parmi les passagers, et personne n'est à l'abri d'un second crime. Poirot sait qu'il doit agir vite avant que le train n'atteigne sa destination et que le coupable ne disparaisse dans la foule. Cette affaire mettra à l'épreuve toutes ses capacités de déduction et le forcera à regarder au-delà des apparences pour découvrir la vérité. Le quai de la gare de Lyon était animé en cette soirée d'octobre. Les voyageurs se pressaient le long du train majestueux, leurs bagages portés par des serviteurs en livrée. Hercule Poirot, impeccable dans son costume 3 pièces et sa moustache parfaitement cirée, montait à bord du wagon de première classe avec l'aide d'un porteur zélé. Il avait réservé une cabine privée pour ce long voyage vers Constantinople, espérant profiter de quelques jours de repos bien mérités après une affaire épuisante à Paris. Le détective belge appréciait particulièrement les voyages en train, où l'ordre et la précision du service correspondaient parfaitement à son tempérament méthodique. Une fois installé dans sa cabine luxueusement aménagée, Poirot rangea méticuleusement ses affaires. Chaque objet avait sa place, de sa trousse de toilette à ses livres de voyage. Il ajusta le cadre sur sa table de nuit et vérifia que ses chaussures étaient parfaitement alignées. La symétrie était pour lui non seulement une question d'esthétique, mais aussi un principe de vie. Satisfait de son arrangement, il décida de se rendre au wagon-restaurant pour le dîner, curieux de découvrir quel compagnon de voyage le hasard lui avait réservé pour ce périple nocturne. Le corridor du train était étroit, mais élégamment décoré, avec ses boiseries en acajou et ses appliques en laiton poli. Poirot croisa plusieurs passagers en chemin. Une dame âgée vêtue de noir qui lui adressa un sourire courtois, un jeune homme nerveux qui semblait pressé et un couple américain bavard qui discutait bruyamment de leurs projets de voyage. Le détective observait chacun d'eux avec l'attention qu'il portait naturellement à son entourage, notant mentalement les détails qui pourraient s'avérer intéressants. C'était une habitude professionnelle dont il ne pouvait se défaire, même en vacances. Le wagon-restaurant était magnifiquement aménagé, avec ses nappes blanches immaculées, sa vaisselle en porcelaine fine et ses serveurs attentifs. Poirot fut conduit à une table près de la fenêtre, d'où il pouvait observer le paysage qui commençait à défiler dans la nuit tombante. Les lumières de Paris s'éloignaient progressivement, remplacées par l'obscurité de la campagne française. Le menu proposait des mets raffinés, consommés de volaille, filets de sole meunière et crème caramel. Le détective commanda avec soin, appréciant la qualité du service et l'attention aux détails qui caractérisait ce train prestigieux. À la table voisine, un homme d'une 50aine d'années dînait seul. Il était richement vêtu, avec une chaîne de montre en or qui brillait à la lumière des lampes. Son visage était marqué par l'inquiétude, et il jetait régulièrement des regards nerveux autour de lui. Poirot remarqua que l'homme touchait à peine à son repas, préférant boire verre après verre de cognac. Cette nervosité évidente intrigua le détective,
qui se demanda quelle raison pouvait pousser un voyageur de première classe à manifester une telle anxiété. L'homme finit par quitter la table précipitamment, laissant son dîner pratiquement intact. Après le repas, Poirot retourna à sa cabine, en passant par le salon fumoir. Là, il observa plusieurs passagers engagés dans diverses activités. Certains jouaient aux cartes, d'autres lisaient ou conversaient. Une femme élégante, la comtesse Andrény, selon le registre qu'il avait aperçu, feuilletait un magazine de mode. Un médecin italien, le docteur Constantine, discutait de politique avec un homme d'affaires grec. L'atmosphère était celle du luxe et de la tranquillité, typique des grands trains internationaux. Rien ne laissait présager le drame qui allait bientôt bouleverser ce voyage paisible. De retour dans sa cabine, Poirot se prépara pour la nuit avec son rituel habituel. Il brossa soigneusement sa moustache, appliqua une crème spéciale pour la maintenir en forme pendant son sommeil, et enfila son pyjama de soie. Avant de se coucher, il lut quelques pages d'un roman policier, souriant parfois des erreurs de logique commises par le détective fictif. Le train roulait maintenant à vive allure, son rythme régulier créant une berceuse mécanique apaisante. Poirot éteignit la lumière et s'endormit rapidement, ignorant que cette nuit serait loin d'être aussi paisible qu'il l'espérait. Poirot fut réveillé en sursaut par un cri perçant qui déchira le silence de la nuit. Il consulta sa montre de poche posée sur la table de nuit. Il était exactement 1h15 du matin. Le détective se redressa immédiatement, tous ses sens en éveil. Le cri avait été suivi d'un bruit sourd, comme si quelque chose ou quelqu'un était tombé lourdement. Dans le corridor, il entendit des portes s'ouvrir et des voix inquiètes s'élever. Quelque chose de grave venait manifestement de se produire à bord du train. Poirot enfila rapidement sa robe de chambre et ses pantoufles, vérifiant machinalement que sa moustache était toujours en place. En ouvrant sa porte, il découvrit plusieurs passagers dans le corridor, tous en tenue de nuit, l'air confus et effrayé. Le chef de train, M. Bouc, un homme corpulent au visage rougeau, accourait depuis l'autre bout du wagon, sa casquette de travers. La comtesse Andrény se tenait devant sa cabine, une main sur le cœur, visiblement bouleversée. Le jeune homme nerveux que Poirot avait croisé plus tôt était appuyé contre le mur, le visage blême. L'atmosphère était tendue, électrique même, et chacun semblait se demander ce qui avait pu causer un tel tumulte au milieu de la nuit. M. Bouc tenta de calmer les passagers d'une voix qu'il voulait assurante, mais qui trahissait sa propre inquiétude. Il demanda à chacun de retourner dans sa cabine pendant qu'il vérifiait la situation. Poirot, cependant, s'avança vers le chef de train et se présenta, rappelant discrètement ses compétences particulières en matière d'investigation. M. Bouc, qui connaissait la réputation du célèbre détective, parut soulagé de sa présence. Ensemble, ils se dirigèrent vers la cabine, d'où semblait provenir le cri, située 3 portes plus loin de celle de Poirot. La porte était fermée, et personne ne répondait aux coups répétés du chef de train. Après plusieurs tentatives infructueuses pour obtenir une réponse, M. Bouc décida d'utiliser son passe-partout. La porte s'ouvrit lentement, révélant une scène qui glaça le sang même de Poirot, pourtant habitué au spectacle macabre. L'homme qui avait dîné nerveusement à la table voisine de la sienne était étendu sur le sol de sa cabine, dans une mare de sang. Son visage était figé, dans une expression de terreur absolue, et sa chemise de nuit était déchirée et tachée de rouge sombre. Un couteau à manche d'ivoire gisait à quelques centimètres de sa main droite. La scène évoquait un meurtre particulièrement violent, mais quelque chose dans l'arrangement des lieux troublait déjà l'œil expert de Poirot. Le détective s'agenouilla prudemment près du corps, prenant soin de ne rien déranger. Il constata que l'homme était mort depuis peu, son corps étant encore légèrement tiède. En examinant les blessures, Poirot compta pas moins de 12 coups de couteau, portés avec une violence qui suggérait soit une grande rage, soit une volonté de simuler une telle rage. Certaines blessures étaient profondes et mortelles, d'autres superficielles. Cette disparité était inhabituelle et méritait réflexion.
Le détective remarqua également que la cabine était dans un désordre relatif. Des papiers éparpillés, une valise ouverte, un verre renversé sur le bureau. Tout indiquait une lutte, mais là encore, quelque chose semblait étrange, presque mis en scène. M. Bouc, devenu très pâle, s'appuya contre le chambranle de la porte. Il demanda à Poirot ce qu'il fallait faire. Le détective lui répondit calmement qu'il fallait d'abord identifier la victime, puis s'assurer qu'aucun des passagers ne quitte le train. Il était essentiel d'interroger tout le monde, pendant que les souvenirs étaient encore frais, et avant que quiconque n'ait le temps de perfectionner un alibi. En fouillant prudemment les effets personnels de la victime, ils découvrirent plusieurs passeports à différents noms, une grosse somme d'argent en diverses devises, et des lettres qui suggéraient que l'homme menait une vie trouble, peut-être criminelle. Son vrai nom semblait être Samuel Ratchet, un homme d'affaires américain. Au moment où Poirot se relevait après son examen préliminaire, un serveur affolé fit irruption dans le corridor avec une nouvelle alarmante. Le train venait de s'arrêter. Une avalanche de neige avait bloqué la voie ferrée dans un col de montagne isolé. Ils étaient coincés, peut-être pour plusieurs heures, voire plusieurs jours, selon la gravité de l'obstruction. Cette nouvelle changea immédiatement la dynamique de la situation. Le meurtrier ne pouvait plus s'échapper, mais en même temps, tous les passagers étaient prisonniers avec un assassin. Poirot comprit que le temps jouait maintenant en sa faveur, mais aussi que la tension à bord allait rapidement monter. Il devait agir vite et méthodiquement pour résoudre ce mystère avant que la panique ne s'installe. Dès l'aube, Poirot transforma le wagon-restaurant en salle d'interrogatoire improvisée. M. Bouc avait fait apporter du café fort et des croissants pour le détective, sachant qu'une longue journée l'attendait. Le soleil se levait sur un paysage montagneux spectaculaire, mais hostile. Des pics enneigés s'élevaient de tous côtés, et le train semblait minuscule, fragile, prisonnier de la nature implacable. Par la fenêtre, on pouvait voir l'amas de neige qui bloquait la voie. Une masse blanche impressionnante qui pourrait nécessiter des jours de travail pour être dégagée. L'isolement était complet, et avec lui venait une étrange impression de huis clos, oppressant. Poirot commença par établir une liste précise de tous les passagers du wagon de première classe. Il y avait 13 personnes au total, sans compter le personnel du train. Parmi eux, la comtesse Helena Andrény, une aristocrate russe réfugiée, le colonel Arbuthnot, un officier britannique retraité, Miss Mary Debenham, une gouvernante anglaise revenant des Indes, M. Hardman, un détective privé américain, la princesse Dragomirov, une vieille dame de la noblesse russe, son serviteur allemand, Greta Olson, une missionnaire suédoise, Mrs. Hubbard, une américaine bavarde et expansive, le docteur Constantine, un médecin italien, Antonio Foscarelli, un représentant de commerce italien, et quelques autres. Chacun semblait avoir une raison légitime de voyager, mais Poirot savait que les apparences pouvaient être trompeuses. Le premier interrogatoire fut celui de Mrs. Hubbard, qui insista pour parler immédiatement. Elle était dans un état de grande agitation, gesticulant avec ses mains ornées de bijoux clinquants. Elle expliqua qu'elle occupait la cabine voisine de celle de Ratchet et qu'elle avait entendu des bruits étranges pendant la nuit. Des voix étouffées, un son métallique comme celui d'une sonnette, et ce qu'elle pensait être quelqu'un essayant d'ouvrir la porte de communication entre les deux cabines. Elle affirma avoir été terrifiée, avoir sonné pour appeler le conducteur et s'être finalement rendormie après qu'on l'eût rassurée. Son témoignage était confus, dramatique, mais Poirot notait soigneusement chaque détail, sachant que même les témoins les plus théâtraux pouvaient fournir des informations cruciales. Le colonel Arbuthnot fut ensuite appelé. C'était un homme grand, sec, au maintien militaire, irréprochable. Il répondit aux questions de Poirot avec précision et concision, comme on pourrait s'y attendre d'un ancien officier. Il déclara avoir passé une grande partie de la soirée dans le salon fumoir,
avec le docteur Constantine, à discuter de la situation politique en Europe. Il s'était retiré tard, vers minuit et demi. Il affirmait n'avoir rien entendu d'inhabituel pendant la nuit, son sommeil ayant été profond. Poirot nota que le colonel semblait étrangement nerveux pour un homme de son expérience et qu'il jetait occasionnellement des regards en direction de Miss Debenham, comme s'il cherchait une confirmation ou un soutien silencieux. Miss Debenham fut la suivante. C'était une jeune femme d'environ 30 ans, au visage intelligent et aux manières réservées typiques d'une certaine classe sociale anglaise. Elle parla calmement, avec précision, décrivant sa soirée de manière factuelle. Elle avait lu dans sa cabine jusqu'à environ 11 heures, puis s'était endormie. Elle n'avait rien entendu jusqu'au moment où le cri avait réveillé tout le wagon. Poirot remarqua qu'elle contrôlait parfaitement ses émotions, ce qui était inhabituel compte tenu des circonstances. Il nota également une certaine tension entre elle et le colonel, comme s'ils partageaient un secret. Cette observation fut soigneusement archivée dans sa mémoire pour une réflexion ultérieure. L'interrogatoire se poursuivit tout au long de la matinée, chaque passager apportant son lot d'informations, de contradictions et de zones d'ombre. La princesse Dragomirov, malgré son âge avancé, fit preuve d'une lucidité remarquable et d'un esprit acéré. Elle admit avoir connu vaguement Ratchet de réputation, le décrivant comme un homme peu recommandable. M. Hartmann révéla qu'il avait été engagé par Ratchet lui-même pour le protéger, car ce dernier avait reçu des menaces de mort. Cette révélation jeta une nouvelle lumière sur l'affaire. Le meurtre n'était donc pas un acte impulsif, mais l'aboutissement d'un plan préparé. Le meurtrier devait nécessairement être quelqu'un qui connaissait les habitudes de Ratchet et qui était prêt à prendre des risques considérables. Pendant les pauses, entre les interrogatoires, Poirot retournait examiner la cabine du crime. Il y trouva plusieurs indices intrigants. Un mouchoir de dentelle, avec une initiale H, un cure-pipe, un bouton de conducteur et surtout une note partiellement brûlée qui mentionnait quelque chose à propos d'un Armstrong. Ce nom fit tilt dans la mémoire de Poirot. Il se souvenait vaguement d'une affaire tragique aux États-Unis, quelques années auparavant, impliquant une famille nommée Armstrong. Une enfant avait été kidnappée et tuée, malgré le paiement d'une rançon. Le scandale avait détruit plusieurs vies et fait la une des journaux internationaux. Poirot commença à entrevoir une connexion possible entre cette vieille tragédie et le meurtre de Ratchet. Une connexion qui, si elle se confirmait, changerait radicalement la nature de son enquête. Poirot passa la matinée suivante à la bibliothèque de bord, consultant frénétiquement de vieux journaux et magazines que le train conservait pour le divertissement des passagers. Il cherchait toute information sur l'affaire Armstrong, cette tragédie américaine qui commençait à prendre une importance centrale dans son enquête. Ces petites cellules grises fonctionnaient à plein régime, établissant des connexions, rejetant les hypothèses farfelues, construisant progressivement un échafaudage logique. Les faits commençaient à émerger de la brume du passé. Le colonel Armstrong, héros de guerre, sa femme Sonia, une actrice d'origine européenne, et leur petite fille Daisy, âgée de 3 ans, kidnappée de leur domicile new-yorkais par un criminel qui se faisait appeler Cassetti. L'histoire était d'une tristesse infinie. Malgré le paiement d'une rançon colossale, l'enfant avait été retrouvée morte. Sonia Armstrong, enceinte à l'époque, avait fait une fausse couche sous le choc et était décédée. Le colonel Armstrong, détruit par la douleur, s'était suicidé. La gouvernante française de la famille, accusée à tort de complicité, s'était jetée par une fenêtre. Et le véritable coupable, Cassetti, avait échappé à la justice grâce à ses connexions politiques et ses pots de vin. Il avait quitté l'Amérique sous une fausse identité, laissant derrière lui un sillage de destruction et de désespoir. Poirot sentit une colère froide monter en lui. Ce Cassetti était manifestement un monstre, et Ratchet n'était rien d'autre que Cassetti, sous un nouveau nom. Fort de ces informations, Poirot convoqua à nouveau tous les passagers dans le wagon-restaurant.
Cette fois, son approche était différente, plus directe, presque accusatrice. Il révéla l'identité véritable de la victime, observant attentivement les réactions de chacun. Certains passagers semblèrent choqués, d'autres indifférents. Mais le détective, avec son œil exercé, nota des micro-expressions, des tressaillements presque imperceptibles, des regards échangés furtivement. Il était maintenant convaincu que plusieurs personnes à bord avaient des liens avec l'affaire Armstrong. Peut-être même que tous les passagers de première classe étaient connectés d'une manière ou d'une autre à cette vieille tragédie. L'idée était audacieuse, presque incroyable, mais elle s'imposait peu à peu à son esprit méthodique. Poirot demanda alors à chacun de fournir des informations sur ses activités au moment du meurtre, estimé entre 1h et 2h du matin. Les alibis commencèrent à se tisser, formant un écheveau complexe. Le colonel Arbuthnot et le docteur Constantine étaient ensemble dans le compartiment fumeur jusqu'à 00h30. Miss Debenham était dans sa cabine. Mrs. Hubbard avait appelé le conducteur. La comtesse Andrény dormait avec sa femme de chambre. Chaque histoire semblait plausible, vérifiable même. Et pourtant Poirot sentait qu'elles étaient toutes, d'une certaine manière, construites, orchestrées. C'était comme si tout le wagon avait participé à une conspiration élaborée. Mais une conspiration pour tuer un seul homme? Et tous ces gens auraient-ils pu garder le secret? L'après-midi, Poirot mena une série d'interrogatoires plus approfondis, cherchant à percer les défenses soigneusement construites de ses suspects. Il commença par la princesse Dragomirov, cette vieille dame de la noblesse qui avait l'air de tout savoir sans rien dire. Sous son questionnement patient, mais insistant, elle finit par admettre qu'elle avait connu la famille Armstrong. Sonia Armstrong était en fait sa filleule, une jeune femme qu'elle avait aimée comme sa propre fille. Les révélations continuèrent, chacune ajoutant une pièce au puzzle. Le colonel Arbuthnot admit avoir servi avec le colonel Armstrong pendant la guerre et l'avoir considéré comme son meilleur ami. Miss Debenham, après beaucoup d'hésitation, confessa qu'elle était la sœur de la gouvernante française qui s'était suicidée. Mrs. Hubbard, en larmes, révéla qu'elle était en réalité Linda Arden, la mère de Sonia Armstrong et une actrice célèbre désormais retirée. Antonio Foscarelli avait été le chauffeur de la famille Armstrong. Greta Olson était la nounou de Daisy. Monsieur Hartman, le prétendu détective, était en fait amoureux de la cuisinière des Armstrong. Même le personnel du train avait des connexions. Le conducteur avait eu un frère marié à la gouvernante française. Tout le wagon, ou presque, était lié à l'affaire Armstrong. Poirot se retira dans sa cabine pour réfléchir, son esprit tournant à toute vitesse. Il était maintenant face à une situation sans précédent dans sa carrière. 12 personnes, peut-être plus, toutes ayant un mobile pour tuer Ratchet Cassetti. Les 12 coups de couteau prenaient maintenant un sens nouveau. Chaque passager avait-il porté un coup? Était-ce un meurtre collectif? Une sorte de justice vengeresse, orchestrée par les survivants et les proches de la tragédie Armstrong? L'hypothèse était extraordinaire, presque fantastique, et pourtant, elle expliquait tous les détails étranges qu'il avait observés. Les alibis, trop parfaits, les indices contradictoires, l'impression générale de mise en scène. Si sa théorie était correcte, il ne faisait pas face à un meurtrier, mais à un jury qui avait rendu sa sentence et l'avait exécuté. Le lendemain matin, alors que les équipes de secours commençaient enfin à dégager la voie, Poirot convoqua une dernière réunion dans le wagon-restaurant. Tous les passagers étaient présents, assis autour des tables, l'air tendu et anxieux. Monsieur Bouc était également là, ainsi que le docteur Constantine qui avait examiné le corps. L'atmosphère était électrique, chargée d'une tension presque palpable. Chacun semblait deviner que le moment de vérité approchait, que le célèbre détective belge était sur le point de révéler le nom du coupable. Les regards s'évitaient, les mains se tordaient nerveusement, mais personne ne parlait. Le silence était assourdissant. Poirot se leva, ses mains jointes derrière le dos, sa petite silhouette commandant néanmoins le respect
et l'attention de tous. Il commença par récapituler les faits. Samuel Ratchet, alias Cassetti, avait été poignardé 12 fois dans sa cabine. Les coups avaient été portés par au moins 2 personnes différentes, comme le prouvait l'analyse des blessures, certaines d'une main droite, d'autres d'une main gauche, certaines puissantes, d'autres faibles. Les indices trouvés dans la cabine pointaient vers plusieurs suspects différents. Et pourtant, chaque passager avait un alibi apparemment solide. C'était, selon les termes du détective, un cas d'une complexité extraordinaire ou d'une simplicité déconcertante. Le détective expliqua ensuite sa découverte de l'identité réelle de la victime et des connexions entre tous les passagers et l'affaire Armstrong. Il décrivit comment chaque personne présente dans ce wagon avait souffert, directement ou indirectement, des actions criminelles de Cassetti. La petite Daisy Armstrong était devenue un symbole, un point de ralliement pour tous ceux dont les vies avaient été brisées. Poirot parla avec émotion de la gouvernante innocente qui s'était suicidée, de Sonia Armstrong, morte de chagrin, du colonel qui n'avait pu supporter la perte. Il parla des années de douleur, de l'impunité de Cassetti, de l'injustice criante qui avait laissé un criminel libre de continuer ses activités pendant que ses victimes souffraient. Puis vint le moment crucial. Poirot présenta 2 solutions possibles au mystère. La première était conventionnelle. Un intrus était monté dans le train, lors d'un arrêt, avait tué Ratchet, puis s'était enfui dans la nuit avant que le train ne soit bloqué par la neige. Les indices trouvés dans la cabine appuyaient cette théorie. Un bouton de conducteur qui ne correspondait à aucun uniforme du train. Le mouchoir, avec l'initiale étrangère. C'était une explication propre, qui ne mettait en cause aucun des passagers, et qui permettrait à tous de continuer leur voyage sans être inquiétés. M. Bouc sembla soulagé par cette hypothèse, mais plusieurs passagers échangèrent des regards inquiets. La seconde solution, continua Poirot après une pause dramatique, était beaucoup plus extraordinaire, mais aussi beaucoup plus vraie. Il n'y avait pas eu d'intrus. Les 12 passagers, ainsi que quelques membres du personnel du train, avaient formé un jury qui avait jugé Cassetti coupable et l'avait condamné à mort. Chacun avait porté un coup de couteau, partageant ainsi la responsabilité également. C'était un meurtre collectif, planifié méticuleusement, exécuté avec précision. Les alibis étaient vrais, dans la mesure où chacun couvrait l'autre. Les indices contradictoires étaient délibérément laissés pour créer la confusion. C'était, conclut Poirot, un cas où la justice et la loi se trouvaient en conflit. Le silence qui suivit cette révélation était si profond qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Personne ne niait, personne ne protestait. Les visages restaient graves, dignes, mais aussi empreints d'une sorte de soulagement. Linda Arden finit par se lever, sa posture d'actrice lui conférant une présence imposante malgré son âge. Elle parla au nom de tous, admettant indirectement ce que Poirot venait de décrire. Elle expliqua qu'ils avaient effectivement été un jury, qu'ils avaient rendu justice à une enfant innocente et à toutes les victimes de Cassetti. Elle ne demandait ni pardon ni compréhension, simplement reconnaissance du fait que parfois, la vraie justice devait aller au-delà de la loi. Poirot se tourna alors vers M. Bouc, lui offrant le choix entre les 2 solutions. Il pouvait accepter l'explication de l'intrus mystérieux et laisser tous les passagers partir libres, ou il pouvait rapporter la vérité complète aux autorités et les voir tous jugés pour meurtre. M. Bouc, profondément troublé, prit plusieurs minutes de réflexion. Finalement, il déclara que la première solution lui semblait la plus raisonnable, compte tenu des circonstances. Un intrus avait tué Ratchet et cet intrus avait disparu dans la nuit. C'était son rapport officiel. L'après-midi qui suivit la révélation de Poirot fut empreinte d'une atmosphère étrange, presque irréelle. Les passagers se déplaçaient dans le train, avec une légèreté nouvelle, comme si un poids immense venait d'être retiré de leurs épaules. Personne ne parlait ouvertement de ce qui s'était passé, mais les regards échangés parlaient d'eux-mêmes.
Un mélange de gratitude envers Poirot, de soulagement, et aussi d'une certaine fierté pour avoir mené à bien leur mission de justice. Les équipes de secours travaillaient d'arrache-pied à l'extérieur, le bruit des pelles et des machines créant une toile de fond sonore, qui rappelait que bientôt, ce huis clos prendrait fin. Poirot se retira dans le salon fumoir, où la princesse Dragomirov vint le rejoindre. Elle s'assit en face de lui, avec la grâce d'une autre époque, ses mains gantées posées délicatement sur sa canne. Elle ne dit rien pendant un long moment, se contentant de regarder le détective avec ses yeux perçants, qui avait vu tant de choses au cours de sa longue vie. Finalement, elle parla, sa voix tremblante mais déterminée. Elle voulait que Poirot sache que tout avait été son idée, qu'elle avait rassemblé toutes ces personnes, qu'elle avait orchestré la justice pour Daisy. Si quelqu'un devait être tenu responsable, c'était elle seule. Le détective secoua doucement la tête. Il expliqua à la princesse qu'il comprenait parfaitement les motivations derrière cet acte, qu'il avait lui-même été tenté de regarder ailleurs dès le début de son enquête. Cassetti était un monstre qui avait échappé à la justice humaine, et ces 12 personnes avaient simplement fait ce que le système légal avait échoué à accomplir. Poirot admit qu'il se trouvait face à un dilemme moral qu'il n'avait jamais rencontré auparavant dans sa carrière. D'un côté, sa dévotion absolue à la vérité et à la justice légale. De l'autre, sa compréhension profonde de la justice morale et humaine. Pour la première fois de sa vie, ces deux principes étaient en conflit direct. La princesse sourit tristement et raconta l'histoire de la planification. Cela avait pris des mois, expliqua-t-elle, pour retrouver Cassetti sous sa nouvelle identité, pour rassembler tous les protagonistes, pour coordonner leur voyage, afin qu'ils se retrouvent tous dans ce train particulier. Chacun avait accepté de participer, non par soif de vengeance, mais par un sens profond de la justice. Ils avaient tiré au sort l'ordre dans lequel chacun porterait un coup, s'assurant que tous participent également. C'était important que personne ne porte seul le poids du meurtre, que la responsabilité soit véritablement partagée. Même les membres du personnel qui avaient des liens avec la famille avaient été inclus, rendant le plan encore plus complexe, mais aussi plus équitable. Elle décrivit la nuit du meurtre avec une précision clinique. Ratchet avait été drogué d'abord, pour s'assurer qu'il ne souffre pas excessivement. Ils n'étaient pas des bourreaux sadiques. Puis, un par un, dans un silence religieux, chacun était entré dans la cabine et avait accompli son devoir. Certains avaient pleuré en le faisant, d'autres étaient restés stoïques. Mais tous avaient pensé à Daisy, à Sonia, au colonel Armstrong, à tous ceux dont les vies avaient été brisées. Quand ce fut terminé, ils avaient disposé. Poirot demanda si elle avait des remords. La princesse réfléchit longuement avant de répondre. Elle dit qu'elle ne regrettait pas la mort de Cassetti. Cet homme méritait 1000 fois son sort, mais elle regrettait d'avoir entraîné tant de bonnes personnes dans un acte criminel, même justifié. Elle regrettait que le monde soit tel, qu'une telle action ait été nécessaire. Elle regrettait surtout que la petite Daisy ne soit plus là pour voir que justice avait finalement été rendue. Ses yeux s'embuèrent légèrement, et pour la première fois, Poirot vit la vieille dame non plus comme une aristocrate impassible, mais comme une grand-mère en deuil, qui n'avait jamais cessé de pleurer sa filleule. La conversation se termina par un silence respectueux. La princesse se leva, remercia Poirot pour sa compréhension et quitta le salon. Le détective resta seul avec ses pensées, contemplant la neige à travers la fenêtre. Il venait de résoudre peut-être l'affaire la plus complexe de sa carrière, mais aussi la plus troublante moralement. Pour la première fois, il n'était pas certain d'avoir fait le bon choix en acceptant la version officielle de M. Bouc. Avait-il trahi ses principes, Mojmestesn, ou avait-il simplement reconnu qu'il existait une justice supérieure à la loi écrite? Ces questions continueraient à le hanter longtemps après la fin de ce voyage. Le soir venu, alors que les derniers rayons du soleil coloraient dans les montagnes enneigées de teintes roses et dorées, d'autres passagers vinrent discrètement voir Poirot.
Chacun semblait ressentir le besoin de parler, de se libérer d'un fardeau qu'ils avaient porté en silence. Le colonel Arbuthnot fut le premier. Il s'assit raide comme un piquet, son éducation militaire l'empêchant de montrer trop d'émotion. Il parla de son amitié avec le colonel Armstrong, de la guerre qu'ils avaient vécue ensemble, des horreurs qu'ils avaient surmontées côte à côte. Quand Armstrong s'était suicidé, une partie du colonel Arbuthnot était morte avec lui. Participer à cette justice n'était pas de la vengeance, insista-t-il, mais un devoir envers un frère d'armes. Miss Debenham vint ensuite, sa façade de calme britannique enfin fissurée. Elle parla de sa sœur, Suzanne, la gouvernante française, qui avait été accusée à tort et qui s'était défenestrée plutôt que de vivre avec cette honte. Mary avait été détruite par cette perte, incapable de continuer sa vie normalement, sachant que le véritable coupable était libre quelque part dans le monde. Quand la princesse Dragomirov l'avait contactée avec ce plan, elle avait accepté sans hésitation. Tenir ce couteau dans sa main, porter ce coup, avait été le moment le plus difficile et le plus libérateur de sa vie. Elle pleurait maintenant, libérant des années de douleur contenues. Antonio Foscarelli, le chauffeur italien jovial, perdit son sourire habituel quand il s'assit face à Poirot. Il raconta comment il avait conduit la petite Daisy à l'école chaque jour, comment elle riait et chantait dans la voiture, comment elle l'appelait Tonio et lui donnait des bonbons. Le jour du kidnapping, il était en congé, et cette culpabilité l'avait rongé pendant des années. S'il avait été là, aurait-il pu empêcher le drame? Quand il avait appris que Cassetti vivait libre et riche sous un autre nom, sa rage avait été immense. Participer à cette justice lui avait permis de se pardonner enfin, de sentir qu'il avait fait quelque chose pour protéger Daisy, même tardivement. Greta Olson, la missionnaire suédoise, était peut-être la plus bouleversée de tous. Son travail religieux l'avait habituée à prêcher le pardon et la miséricorde, et pourtant, elle avait participé à un meurtre. Elle expliqua à Poirot qu'elle avait prié pendant des heures avant d'accepter, qu'elle avait demandé à Dieu de la guider, et elle avait compris que parfois, la miséricorde pour les innocents exigeait la justice pour les coupables. Elle avait été la nounou de Daisy pendant 2 ans, et cette petite fille était devenue comme sa propre enfant. Quand Daisy était morte, une partie de l'âme de Greta était morte aussi. Porter ce coup n'était pas un acte de haine, mais un acte d'amour pour la mémoire d'un enfant innocent. Linda Arden, révélant enfin sa vraie personnalité d'actrice légendaire, parla avec une passion théâtrale, mais authentique. Elle décrivit la douleur de perdre une fille, puis une petite fille, puis un gendre, tout cela à cause d'un seul homme monstrueux. Elle avait voulu mourir elle-même, tant de fois, mais la haine l'avait maintenue en vie. Cette flamme brûlante qui exigeait que Cassetti paye pour ses crimes. Quand la princesse lui avait proposé ce plan, elle avait trouvé un but, une raison de continuer. Elle admit qu'elle avait utilisé toutes ses compétences d'actrice pour jouer le rôle de Mrs. Hubbard, la touriste américaine, bavarde et hystérique. C'était sa dernière performance, dédiée à la mémoire de Sonia et Daisy. Le docteur Constantine, qui avait examiné le corps et aidé dans l'enquête, admit aussi sa complicité. Sa sœur avait été la meilleure amie de Sonia Armstrong, et il avait été témoin de sa dévastation quand la tragédie s'était produite. En tant que médecin, il avait juré de ne pas nuire, et pourtant, il avait participé à prendre une vie. Il expliqua qu'il voyait cela non comme une contradiction, mais comme une extension de son serment. En éliminant Cassetti, il protégeait potentiellement d'innombrables futures victimes. Cet homme était un prédateur qui n'aurait jamais cessé de nuire. Le docteur avait utilisé ses connaissances médicales pour s'assurer que la drogue administrée à Ratchet le rendrait inconscient, sans trop de souffrance. Chaque confession ajoutait une couche de complexité à la compréhension de Poirot. Ce n'était pas un simple cas de meurtre par vengeance. C'était une tragédie grecque moderne, où des gens bons et honorables avaient été poussés à commettre un acte terrible par des circonstances extraordinaires et une injustice criante.
Le détective réalisait que peu importait combien de cas il avait résolus dans sa carrière, celui-ci resterait unique, le seul où la solution morale et la solution légale se trouvaient en opposition totale. Et il avait choisi la solution morale, quelque chose qui ébranlerait ses certitudes pour le reste de sa vie. Le troisième jour, les équipes de secours réussirent enfin à dégager suffisamment de neige pour que le train puisse continuer son voyage. L'annonce fut accueillie avec des sentiments mitigés par les passagers. D'un côté, le soulagement de pouvoir enfin quitter cet endroit isolé et reprendre leur vie. De l'autre, la conscience que leur séparation marquait la fin de quelque chose d'extraordinaire. Même si cette chose était née dans la tragédie, ils avaient partagé un secret qui les lierait à jamais, un lien forgé dans le sang et la justice. Poirot observait leurs préparatifs de départ avec une mélancolie inhabituelle, se demandant ce qu'il adviendrait de chacun d'eux. Le train se remit en marche, lentement, prudemment, testant la voie devant lui. Le bruit familier des roues sur les rails reprit cette symphonie mécanique qui avait été interrompue si brutalement 3 jours auparavant. Dans le wagon-restaurant, les passagers prirent un dernier repas ensemble, une atmosphère étrange de camaraderie et de mélancolie régnant sur la table. Ils parlaient de tout et de rien, évitant soigneusement le sujet qui les occupait tous. Poirot remarqua que le colonel Arbuthnot et Miss Debenham étaient assis côte à côte, leurs mains se frôlant occasionnellement. Peut-être quelque chose de bon naîtrait-il de cette tragédie. Après tout, la princesse Dragomirov, majestueuse comme toujours, leva son verre de vin et porta un toast silencieux. Personne ne demanda à qui ou à quoi elle buvait. Tous savaient. C'était à la mémoire de Daisy Armstrong, de Sonia, du colonel, de Suzanne et de toutes les autres victimes de Cassetti. C'était aussi un toast à la justice, même quand elle devait prendre des chemins détournés. Linda Arden avait les larmes aux yeux, mais elle souriait aussi, un sourire triste mais libéré. Elle avait joué son dernier rôle, et la critique la plus importante, sa conscience, approuvait sa performance. Poirot passa une grande partie du voyage à sa fenêtre, regardant défiler le paysage, qui devenait progressivement moins montagneux et enneigé. Ses pensées étaient un tourbillon de réflexions philosophiques sur la nature de la justice, la moralité et le rôle du détective dans la société. Il avait toujours cru que sa mission était de découvrir la vérité, quelle qu'elle soit, et de la présenter aux autorités compétentes. Mais cette fois, il avait choisi de présenter une version alternative de la vérité, une version qui protégeait les coupables. Avait-il trahi sa vocation, ou l'avait-il au contraire accompli à un niveau supérieur en reconnaissant qu'il existe des vérités multiples et des justices multiples?